Parler de l'Est du Congo. Et nous savons que cette partie du Congo est dans un état de guerre permanente. Le programme Amani n'a pas encore donné les résultats escomptés. Que faut-il pour rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays? Êtes-vous pour ou contre les projets d'amnistie? Moi, je pense d'abord que le Congo, pour remettre la paix, c'est pas un gros problème. Et il faut en fait se poser la question pourquoi il n'y a pas de paix dans ce pays-là. Je crois que c'est peut-être International Crisis Rescue Committee ou c'était peut-être le Crisis Group de Bruxelles qui avait écrit que le Congo est maudit à cause de ses richesses. La guerre qui se fait à l'Est, en fait, c'est simplement un bal diabolique, hein, j'utiliserai le terme, un bal diabolique mis en place par une cabale pour l'exploitation des richesses du Congo. L'ONU le sait, il y a eu le rapport Kazem du temps de Kofi Annan qui a clairement montré qu'il y avait des entités multiples, multinationales aussi, qui se servent de nos richesses, mais pour cela il faut créer un désordre à l'endroit pour pouvoir exploiter ce pays, il faut le voler. On nous vole, hein. Écoutez, on nous envahit, plusieurs mains sales sont là-bas, parce que elles sont là pour voler le Congo. Et nous savons qui sont là, nous savons qui les supporte, nous savons le plan qu'ils ont et certaines personnes au pouvoir savent aussi qu'il y a un plan machiavélique pour continuer à exploiter le Congo à cause de ses richesses. Mettre la paix à l'Est n'est pas une chose difficile. Il faut simplement que sur le plan national, il puisse y avoir un consensus, pas la conférence de Goma, mais un véritable consensus des Congolais patriotes qui se disent, écoutez, la récréation est finie, qui est un terme qu'on adore au Congo, mais je dirais que les blagues sont finies, il est temps maintenant de reconstruire ce pays-là. Ça, c'est la première des choses. Il faut une volonté et une détermination féroce. Ensuite, écoutez, un pays qui n'a pas une armée nationale républicaine ne peut pas faire face aux envahisseurs qui ont des armées bien structurées et supportées aussi par d'autres pays. Il faut le dire. Ce qu'il nous faut, c'est probablement, nous n'avons pas le temps de créer une véritable armée. Nous devons, dans les temps qui nous sont impartis par rapport au conflit qu'il y a là-bas, il nous faut certainement avoir une frange de l'armée bien sélectionnée et bien entraînée. Il faudra entraîner ces gens, il faut, sur le plan mental et sur le plan de la discipline et des règles militaires, mettre ces gens-là au point et dire, écoutez, vous allez défendre la partie, mais vous n'y allez pas seul, nous avons des partenaires. Je ne parle pas de l'ONU, moi, ici. Hein. Je parle des partenaires avec lesquels nous avions des contrats bilatéraux sur le plan de la défense militaire, où on demanderait à ces pays de nous donner un coup de main. Ils pourraient envoyer des forces armées en dehors réellement de l'ONU. Et ces gens devraient descendre, à mon sens, sur place pour essayer de nettoyer la place. Écoutez, Mobutu a commis pas mal d'erreurs, mais une des choses qu'on lui reconnaît, c'est d'avoir maintenu le pays pendant un temps dans un état d'intégrité, en protégeant l'intégrité territoriale de ce pays. Nous avons essayé d'être envahis à deux reprises au Katanga dans les années 78 et 79, etc. Mobutu est allé demander au roi Sandeu du Maroc de l'aide, il a demandé à la France. C'est des accords bilatéraux, les soldats sont venus, ils nous ont aidés, nous avons repoussé ceux qui nous envoient ici. Donc je crois que il faut nettoyer. Ensuite, il y a l'armée elle-même. Écoutez, on ne nomme pas général qui le veut, on ne nomme pas major qui le veut. Nous avons au sein de l'armée aujourd'hui, c'est pas une honte, nous devons reconnaître des gens qui sont totalement incapables d'être chefs militaires parce qu'ils n'en ont pas la formation. Ça c'est important, vous ne mettez pas dans une équipe nationale de football un joueur de cartes qui n'a jamais été sur un terrain de football. Vous mettez vos meilleurs garçons
dessus parce que vous savez qu'ils vont marquer des buts et tout. Ils connaissent les règles du jeu aussi. L'armée devra être réformée complètement. Ces titres farfelus qu'on donne aux gens, il faudrait qu'il y ait des critères très précis. Et cela crée aussi la confiance au niveau des hommes en armes qui ont l'obligation d'aller défendre le pays, de savoir que le chef connaît, il sait lire une carte militaire, il sait ce qu'il faut faire. Et il y a ça. Il y a ensuite une responsabilité au niveau international. Nous avons des multinationales, nous avons des sociétés qui sont là-bas pendant qu'on est en train de violer tout ça. Écoutez, il y a des choses simples, élémentaires. Il faut s'asseoir à table, pas avec les gens qu'on a eu à Goma, mais avec les chefs d'entreprise, avec les chefs de leur gouvernement, etc., convoquer une véritable conférence sur le Congo à l'extérieur. Je ne voudrais pas une conférence à Kinshasa ou quelque part au Congo, mais à l'extérieur avec nos partenaires et une grande conférence sur le Congo et la sécurité à l'Est et engager tous ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses et parler de façon très précise, à l'unisson, des problèmes de l'Est, des pistes de solutions et mettre les autres devant le fait accompli. On ne peut pas avoir un chef d'État, d'un gouvernement ou ses associés impliqués dans l'exploitation minière au Congo, dans une région qui est en guerre où on viole les femmes. Ça viole la conscience, ça viole les règles d'éthique des affaires, mais au niveau international aussi, au niveau de leur gouvernement, ça viole les lois, hein, je suis certain. Et faut-il amnistier les responsables des crimes pour qu'on puisse avoir la paix? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je suis contre l'amnistie. Vous savez, quand on négocie, il faut tenir compte de la douleur des victimes. Nous ne sommes ni la France, ni la Belgique, ni l'Espagne, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Nous sommes le Congo. Et les crimes qu'on a vus au Congo, ces crimes étaient des crimes énormes. Quand il y a eu le procès à Nuremberg, les responsables de la Gestapo et puis de la Wehrmacht et tous les autres, ceux qui étaient impliqués, ils ont été arrêtés et ils ont été pendus. Certains se sont suicidés et tout. Donc il ne faut pas amnistier, il faut que l'État en fait montre que nous ne sommes pas un État qui doit être chiffonné à tout moment. Il faut donner la leçon aux gens pour que ça reste marqué dans l'histoire que plus jamais nous ne devons assister à ce genre de banditisme au niveau de l'État et de ce genre de guerre fratricide. Qu'allez-vous raconter à un homme dont la femme et les filles ont été violées et tuées devant lui par des gens connus et tout ça, ou commandités, et les commanditaires sont connus. Qu'allez-vous dire à ces gens quand on va voir que ceux-là même qui étaient responsables, ils sont maintenant en Mercedes-Benz en train de traverser les rues, ils sont dans les avions en business class ou en first class en train de voyager et tout, pendant que l'autre a perdu tout espoir. Hein? Il ne faut pas avoir trop de Martin Gray au Congo qui n'ont pas d'espoir. Je crois que le moment est venu, et le moment viendra, je vous garantis, où tous ces gens devront payer. Parce que ça ne plaît certainement pas à beaucoup de Congolais qui sont dans les règnes du pouvoir d'entendre tout ça. Mais dans l'histoire d'une nation, un jour c'est comme une seconde. Hein, je crois que ça passe très vite. Hein. Et si nos leaders doivent tirer les conclusions de tout ce qu'on a vu, Nicolas Ceausescu, tout ce qu'on a vu, Savimbi, Savimbi et tout le reste, ils doivent se dire, écoutez, nos amis d'aujourd'hui peuvent demain devenir nos pires ennemis. Et donc, quand vous faites le mal, pensez, croyez-moi, comme vous le savez, et il y a des milieux dans ce pays, aux États-Unis par exemple, qui enregistrent tout ça. Il y a en France, il y a en Belgique, il y a en Italie, il y a partout où on enregistre, on sait ce que vous faites. Le moment viendra où on vous dira, écoutez, vous n'êtes plus intéressant pour nous. Et en ce moment-là, on vous mettra dans des difficultés. Vous n'allez pas vous en sortir parce que vous mourrez pauvre. Les milliards qu'il y a en banque ne vous appartiendront pas, ne vous appartiennent même pas parce que c'est entre les mains des banques. Donc si nous étudions l'histoire des autres, l'histoire de ceux qui nous ont précédés, et on se rend compte qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est aider ce pauvre peuple-là. Il
faut aider ce papa qui n'a pas d'argent pour envoyer ses enfants à l'école, ces enfants qui sont malades, qui ne savent pas où aller se faire soigner, ces bébés qui sont nés, qui sont dans le prématuré, où il n'y a pas de couveuse vraiment, et quand l'électricité s'en va, on met des bougies qui asphyxient en plus les enfants pour essayer de réchauffer. Il faut penser à ça. Oui. Il faut penser à ça. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, mais j'ai deux petites questions, si vous le permettez. Oui. Votre parti politique, l'UREC, fait partie de l'opposition. Un des leaders de cette opposition est aujourd'hui en détention à la Cour pénale internationale. Comment voyez-vous l'opposition aujourd'hui? L'opposition n'existe pas au Congo pour l'instant. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'opposition n'existe pas. Il y a d'abord les efforts du pouvoir en place de pouvoir séparer les gens. Mais il y a aussi le caractère personnel. Je dis toujours, je rappelle à nos compatriotes que la réputation, on peut la créer en une journée. Mais le caractère, ça prend des années pour construire le caractère. Or, ce que nous devons avoir, c'est le caractère, pas la réputation, tout ce qu'il y a comme fleurs et tout le reste. C'est des choses qu'on peut avoir. On les a même en jouant à la tombola, où on peut gagner des millions de dollars dans ce pays, etc. Mais c'est le caractère. Le caractère se construit, ça prend des années parce que ça prend un apprentissage. Moi, je suis là, je poserai la question à ceux qui sont dans les règnes du pouvoir, ou ceux qui sont au pouvoir, qui sont ceux-là qui peuvent aujourd'hui se mettre debout et dire, moi j'ai un caractère solide, fort, et tout ça. Parce que tout cela devra en fait être mesuré par rapport aux efforts qu'on fait pour aider les autres, c'est-à-dire la population. Et c'est le manque de caractère que nous voyons souvent dans le politique chez nous, qui fait que les politiciens sont un peu à la merci de ceux qui ont l'argent. On est là, on est dans une alliance, on sort de là en catimini parce qu'on vous a promis de l'argent à gauche et à droite, etc. Et on sort alors de l'alliance sans dire qu'on sort de l'alliance parce qu'on n'a pas de caractère et on n'a pas cette force morale qui est importante pour dire aux autres, écoutez, je ne suis plus avec vous parce que moi je vais ailleurs. On va ailleurs très souvent parce qu'on a été citoyen, on a reçu de l'argent et tout. Alors c'est cela ce sont des problèmes qui font qu'il y a des fissures énormes au niveau de l'opposition et il n'y a jamais eu une base très solide sur laquelle les gens se mettent ensemble. Il y a aussi, sur le plan personnel, ce que nous Congolais, ce que nous avons, ce que nous savons très souvent, c'est que nous vivons dans une situation comme un peu une société des crabes. Quand les crabes sont dans un seau, quand il y en a un qui essaie de sortir de là, les autres le tirent toujours vers le bas, parce qu'on ne veut pas que les autres avancent. Et quand on est au niveau de l'opposition, on calcule ses propres intérêts d'abord, en se disant, ben moi je vais être à ce poste, moi je vais recevoir ceci, je vais avoir moi la Jeep le premier, je vais avoir ce salaire-là moi à 3 000 ou 7 000 ou 4 000 dollars le premier, je ne veux pas que l'autre puisse être le premier à l'avoir, je ne veux pas que le peuple puisse avoir, etc. Et quand vous n'êtes pas unis, et quand il n'y a pas ce sens d'appartenance au même corps, avec un credo de l'opposition qui dit que nous sommes là en bloc, nous évoluons en bloc, et notre rôle c'est d'analyser les actions critiques, les actions de l'État, pour voir où réside l'intérêt du peuple, est-ce qu'on a lésé cet intérêt, est-ce qu'on est allé au-delà. Et si on allait au-delà, nous parlons de la même voix. Il y a cela qui a fracturé totalement l'opposition. Parce que, rappelez-vous, l'opposition c'est un peu la manière dont elle a été constituée. C'était pas des gens qui étaient comme des matadors, qui étaient un peu là, bien montés, etc., qui avaient toujours cette voix bien écoutée à Pavarotti sur le plan politique et tout. Mais non, il y a eu des groupuscules qui ont été mis en place, et certains même pas élus, pour vous dire la vérité, mais qui se sont retrouvés là.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut reconstruire cette opposition. Jean-Pierre Bemba, qui était le leader de l'opposition chez nous, malheureusement n'a pas eu l'opportunité de jouir, en fait, de sa présence au Congo pour créer un esprit d'unité au niveau de l'opposition, parce qu'il était aux embûches toujours plusieurs histoires, soit des batailles, soit ça et là et tout ça, ça n'a pas marché. Ce qu'il faut, il faut reconfigurer l'opposition, il faut la réformer, il faut créer une nouvelle opposition. Alors la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est que, écoutez, quand vous prenez, soyons sérieux, quand vous prenez les gens qui sont allés à la course, nous étions à 33, il y a eu 5 premiers. Il y a eu 5 premiers. J'étais parmi l'un des 5 qui étaient. Il y a eu 3 personnes qui sont immédiatement parties. Il y a 2 personnes qui sont immédiatement parties avec le président de la République. Bon, il y a Jean-Pierre qui était à part, moi j'étais à part. Jean-Pierre est parti. En clair, il n'y a que moi qui reste, hein, pour vous dire la vérité. Parmi les ceux qui ont gagné plus de voix, il n'y a que moi qui reste. Je peux m'arroger ce droit-là et me dire, écoutez, compte tenu des enjeux électoraux, nous représentons une force politique qui est une force importante. Simplement, ce que nous sommes en train de faire, c'est de polir cette force, c'est être en mesure de communiquer avec les autres membres de l'opposition au moment opportun pour mettre en place une structure solide de l'opposition. Il y en a qui sont bien entendu dans les institutions de l'État et de la nation, et il y en a qui sont en dehors, comme moi, je ne suis pas membre du Parlement, je ne suis pas au Sénat, je ne suis pas à l'Assemblée, je ne suis pas dans le gouvernement. Je n'ai pas demandé ça. Mais nous sommes une force redoutable en dehors, potentielle. Et il y a Tshisekedi qui est là-bas, il n'est pas dans les institutions, l'UDPS n'est pas là. L'UDPS constitue une force énorme malgré les difficultés qui existent. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut reconstruire une véritable opposition. Dans l'intérêt d'ailleurs du gouvernement, du président de la République et de son alliance, etc., il faut qu'il puisse y avoir une véritable opposition au pays. Et nous sommes, je pense, les garants légitimes potentiels de cette opposition. Et nous continuons à travailler tous les jours. Hein. Je circule dans les pays européens. J'étais en Belgique reçu vraiment au plus haut point à plusieurs endroits. J'étais en Allemagne, au Bundestag, je suis allé sur le Parlement allemand, j'étais en Angleterre, au Parlement j'ai vu des ministres, j'ai circulé un peu partout pour voir les gens, discuter avec eux, mais aussi société civile. Donc les gens savent ce qui se passe chez nous, le moment est là, le moment arrive, nous allons jouer notre jeu dans l'intérêt national. Voilà. Comme mot de la fin, comment voyez-vous le Congo sortir de sa crise multiforme actuelle et s'imposer comme puissance économique, politique et stratégique dans la région des Grands Lacs et même en Afrique? Oui. Il y a 3 pistes. À mon opinion, il y a 3 pistes. Je crois que la première, c'est une piste qui demande qu'on soit... le Congo est un pays, bien que constitutionnellement on soit laïque, mais c'est un pays où il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, il y a des musulmans aussi et tout le reste. Et nous devons être guidés par des principes d'équité, de compassion, qui sont basés sur la foi que nous avons, qu'il y a, moi je ne suis pas un pasteur, mais ma foi vient de la science d'ailleurs. Je pense que nous devons nous mettre devant un miroir et nous regarder, nous dire, écoutez, quel est le sens de notre vie, quel est le sens de notre destin. Notre vie n'a de sens qu'au moment où nous allons à la ressource de celui qui souffre, à la ressource de l'autre. Quand on peut apporter sa pierre pour élever l'autre, je crois que la vie aura un sens. Il faut donc qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise, le gouvernement en place, avec les dirigeants en place, est-ce qu'ils ont fait leur travail comme il se doit? La réponse est non. Si la réponse est non, écoutez, il est temps de dire, écoutez, je ne suis pas à la place qu'il faut. Aujourd'hui, je serais peut-être
être à ma place un autre jour, prendre le courage de dire, écoutez, moi je démissionne, il y a de l'argent et tout, mais on sait que l'argent va rester. Donc c'est un problème de caractère d'abord au départ et d'honnêteté intellectuelle et de se dire, écoutez, ce gouvernement est un gouvernement qui n'a pas apporté aux Congolais, disons, ce qu'ils espéraient d'un gouvernement digne de ce nom. Donc moi je dirais ce gouvernement, en commençant par le Premier ministre, devait démissionner en bloc pour laisser la place et le chef de l'État doit mettre une nouvelle tête à la place et une équipe dynamique qui sera mise en place par cette nouvelle tête pour recréer d'abord la confiance au niveau national, mais aussi sur le plan international créer la crédibilité du Congo. Ça je crois que c'est une condition sine qua non. Si nous allons avec les mêmes histoires, nous allons toujours dans le mur, on ne va pas s'en sortir. Écoutez, la Révolution française a commencé quand le peuple a senti que ça n'allait plus. Je ne suis pas pour une révolution au Congo, mais je dis que quand le peuple est acculé, à un certain moment, le peuple se lève, vous êtes étonnés, de tout change. Les militaires, ils font partie du peuple, ils ont leurs frères, leurs mères, etc. de l'autre côté. On ne souhaite pas cela, mais c'est un danger. Nous sommes sur une poudrière. Ça, c'est la première des choses, je dois dire. La deuxième des choses qu'il faut pour sortir le Congo de ce malaise, même pas malaise, de ce voyage vers l'hécatombe sur le plan du développement, c'est de travailler de façon rigoureuse avec nos partenaires à l'extérieur pour essayer de ranimer la flamme qui existe au sein de tous ces gouvernements. Ils savent que le Congo est un pays potentiellement fort, qui a tout. Donc travailler avec ces gouvernements pour revoir un peu les plans qui ont été mis en place avant, par exemple le plan pour la réduction de la pauvreté, qui doit être complètement changé, parce que de la rhétorique, ça n'a absolument pas de substance dedans. Et mettre en place des métriques de performance en travaillant avec ces gens, parce que l'argent devra venir d'abord, et quand l'argent arrive, en ce moment-là, il y a moyen de commencer à construire, si nous avons mis au point un plan rationnel de développement. Ensuite, je pense, après avoir fait cela, donc si ce gouvernement change, si nous abordons nos partenaires et tout, et nous aide à relancer notre appareil économique, il y a tout ce qui est lié à l'économie performante, augmenter la production, la diversifier un peu dans certaines provinces et travailler diligemment avec les Congolais pour réduire le chômage et tout le reste. Je crois que c'est un plus. Le plus important, c'est la sécurité. Donc on ne peut pas construire un pays quand on sait que 48,7% de la population a moins de 15 ans. C'est ça l'avenir de notre pays. Presque la moitié de la population a moins de 15 ans. Et qu'en même temps, c'est cette même population qui devient vulnérable maintenant à cause des maladies, de la faim, de la criminalité et tout. Nous sommes en fait en train de voir mourir ceux-là qui doivent construire le Congo de demain. Il faut arrêter cette hémorragie inutile et qui n'a pas de sens. Il faut absolument l'arrêter. Il y a plusieurs voies. Nous avons plusieurs stratégies dans notre plan de développement qui se focalise en fait sur cet aspect-là. En fait, je dirais en dernier lieu ce qu'il faut faire, il faut parler aux Congolais parce que un homme qui a perdu l'espoir, c'est un peu un homme qui ne va plus rien faire, donc il se laisse aller dans la léthargie mortelle. Donc il faut parler aux gens, il faut leur dire que nous sommes des hommes, c'est pas parce qu'on est malade, on est pauvre, on est désespéré, qu'on ne vit plus nos vies. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est utiliser des structures de support qui sont au niveau de la société civile. Il y a des structures, des ONG et tout. Mais plus important encore, il y a des églises. Je parle de vraies églises. Je ne parle pas des sectes qui pilulent et qui endorment le peuple. Je parle de vraies églises qui ont des mécanismes de soutien, qui peuvent travailler avec le peuple à la fois pour consoler les gens, mais secondairement pour élever leur niveau de culture politique de façon à ce que les gens sachent en fait qu'ils sont les véritables propriétaires de ce pays-là. Je finirai par dire il y a un effort important à faire. Nous avons des voisins, on en a presque 9.
il y a des voisins avec qui nous avons des problèmes, il faut qu'à un certain moment on soulève que le Rwanda, et le Congo s'asseyent face à face pour essayer de régler les différends, toujours dans l'intérêt de la nation du Congo. Le Rwanda a ses propres intérêts, mais nous devons régler ces choses et essayer de stopper cette tuerie massive, ce génocide, je dirais, qui n'a pas de sens, qui ne profite ni au Rwanda, ni au Congo, ni à l'Ouganda, ni au Congo, ni au Rwanda. Alors, il faut être en mesure de le faire. Maintenant, ce que nous devons être des hommes et des femmes très courageux. Nous devons rencontrer les chefs des institutions qui existent au Congo, notamment les sociétés financières et les sociétés minières, pour avoir un vrai langage. On ne peut pas mettre $1 au Congo pour en retirer plus 4, mais en retirer 50 et ne pas investir dans la communauté dans laquelle on fait des affaires. On doit être très strict à ce niveau-là. Je crois que si nous arrivons à le faire, nous serons alors un pays qui va sortir très lentement, qui va commencer à sortir de ce goulot d'étranglement. Le goulot va se desserrer. Je pense aussi que le système judiciaire est un système qui joue un rôle important dans un pays. Il lui faut une indépendance. Mais pas des slogans vraiment. Pas de slogans, moi j'entends des actes concrets qui vont donner aux magistrats et aux hommes en robe une véritable liberté de pensée et de décision qui ne sera pas influencée par l'État ou par certaines autorités de l'État. Je crois qu'en y arrivant et en appelant les Congolais de l'étranger, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont trouver des raisons de rentrer au pays pour aller travailler. Je pense en bref, c'est un peu cette façon de voir les choses que je mets devant vous comme une fresque de peinture pour dire écoutez, il y a beaucoup de cafouillage dans ce pays-là, mais il y a la lumière et la lumière conduit à ce chemin-là que moi j'ai décrit devant vous. Et c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement pour votre disponibilité. Et nous espérons que nous aurons encore d'autres occasions de parler avec vous des sujets chers à notre cher pays, le Congo, que nous aimons tous. En attendant, nous espérons que les amis qui nous suivent, les fidèles de Congo Vision, vont devoir apprécier la profondeur de vos pensées. À plus tard donc. Merci beaucoup mon frère Goma, c'était un plaisir de parler avec vous et à plus tard. Ok, merci.